Le 7 juin 1945, une cellule sombre à Altshausen, en Allemagne. Sur le béton froid, un corps gît. C'est un homme de 50 ans. Il respire à peine. Le diagnostic est brutal. Crâne fracturé, côte brisée en plusieurs morceaux. Les organes internes subissent une hémorragie massive. Il ne s'est pas blessé seul. Pourquoi cet homme est-il dans un tel état? Il devrait être protégé par les lois de la détention militaire, mais pour lui, il n'y a aucune pitié. Cela dure depuis 3 nuits. Chaque soir, le même rituel. Les gardes polonais ouvrent la grille. Ils l'attrapent par les pieds et le traînent hors de la cellule. Dans le couloir, le passage à tabac commence. Ils utilisent tout ce qu'ils ont. Des matraques, des poings, des bottes renforcées. On entend le bruit sourd des coups sur la chair et les os qui craquent. Cette nuit est la dernière. Au lever du soleil, les gardes ne trouveront qu'un cadavre. Son nom est Oskar Dirlewanger. À première vue, une victime de brutalités policières excessives, mais en réalité, le criminel le plus sadique que le régime nazi ait jamais produit. Ce que cet homme a fait dépasse l'entendement. La justice qu'il a rattrapée était brutale, mais nécessaire. Oskar Dirlewanger n'était pas un simple officier de guerre. C'était une anomalie. Il était si dépravé, si monstrueux, que même ses collègues de la SS ont tenté de le faire destituer. Sa cruauté dégoûtait les bourreaux eux-mêmes. Les rapports s'empilaient à Berlin. Des généraux endurcis de la Wehrmacht envoyaient des plaintes officielles. Ils ne supportaient pas ces méthodes. Ils ne se contentaient pas d'exécuter. Il injectait personnellement de la strychnine à des femmes. Il restait là. Il observait leurs convulsions et leur agonie pour son propre plaisir. Sur les archives, les preuves sont accablantes. On voit des villages entiers rayés de la carte. Il faisait enfermer les habitants dans des granges et mettait le feu. Personne ne sortait vivant. Il violait des enfants. Il commandait une brigade spéciale composée uniquement de détenus, de criminels et de psychopathes. Ensemble, ils ont massacré plus de 120 000 civils en Biélorussie et en Pologne. L'erreur était interdite. Quand les gardes polonais ont vu son visage dans cette cellule, ils ont compris. Ils savaient qui il était. Un procès rapide, une pendaison officielle. C'était beaucoup trop doux pour un tel monstre. Ils ont décidé d'appliquer leur propre sentence, immédiatement, sans témoin. Le parcours est hallucinant. D'abord héros décoré de la Première Guerre mondiale, puis pédophile condamné, ensuite commandant SS tout-puissant, et pour finir, un corps méconnaissable sur le sol d'une prison, une descente aux enfers totale. C'est l'histoire de l'homme que les nazis eux-mêmes appelaient un monstre. Et c'est l'histoire de la vengeance qui l'a détruit. Tout commence une date précise, le 26 septembre 1895. 1895. C'est la date inscrite sur le certificat de naissance à Würzburg. Un garçon nommé Oskar Paul Dirlewanger vient au monde. Sa famille appartient à la classe moyenne. Son père travaille dans le secteur des assurances. C'est un travail stable qui promet un avenir confortable. Le jeune Oskar grandit dans une Allemagne impériale au sommet de sa puissance. Le service militaire n'est pas une corvée, c'est l'honneur suprême. Le nationalisme est l'idéologie dominante. À l'école, Dirlewanger se distingue. Il est intelligent, il est ambitieux, il ne rêve pas de bureau, il rêve de devenir officier. 1914, la guerre éclate. Oskar a 19 ans. Il n'attend pas la conscription. Il se porte volontaire immédiatement pour l'armée impériale. Direction le front de l'Ouest. Il participe à l'invasion de la Belgique. Il découvre la réalité brutale des tranchées. Il ne se contente pas de suivre. Il mène les hommes. Il grimpe les échelons jusqu'au grade de lieutenant. Il est courageux. Il est agressif. Sa poitrine se couvre de métal. Il reçoit la croix de fer de 2e classe en 1914, puis la croix de fer de 1re classe plus tard dans le conflit. Ces décorations ne sont pas distribuées à la légère. Dirlewanger a fait ses preuves sous le feu ennemi. Mais qu'est-il vraiment arrivé dans la boue des tranchées? La violence était constante. Les amis mouraient à côté de lui. La guerre industrielle broyait les hommes. Ou peut-être que l'obscurité attendait simplement son heure à l'intérieur de lui. Nous ne le saurons jamais. Ce qui est certain, c'est le résultat. L'Oskar Dirlewanger qui rentre en 1918 n'est plus l'adolescent idéaliste du départ. L'Allemagne capitule, le pays sombre dans le chaos, le Kaiser s'enfuit, la République de Weimar est proclamée, des soulèvements communistes éclatent dans tout le pays. Pour des vétérans comme Dirlewanger, la défaite est insupportable. Ils ont tout sacrifié pour l'Allemagne. Ils sont persuadés d'avoir été poignardés dans le dos par les politiciens et les Juifs. Alors, Oskar reprend les armes. Entre 1919 et 1921, il rejoint les corps francs. Ce sont des groupes paramilitaires de vétérans.
Ils combattent les insurgés communistes dans des batailles de rue féroces. Il participe à l'écrasement de l'armée rouge de la Ruhr. Il se bat en Saxe. Il se bat en Haute-Silésie. À première vue, des soldats qui maintiennent l'ordre, mais en réalité, des escadrons de la mort sans pitié. Les corps francs sont connus pour leur brutalité. Ils ne font pas de prisonniers. Ils exécutent les suspects communistes dans les caves et les ruelles sombres. On entend les coups de feu isolés la nuit. Dirlewanger s'épanouit dans cet environnement. La violence devient sa langue maternelle. Mais en 1922, un fait surprenant se produit. Dirlewanger retourne à l'université. Il étudie sérieusement. Il obtient un doctorat en sciences politiques. Désormais, il est le docteur Oskar Dirlewanger, un homme éduqué, un intellectuel, un héros de guerre décoré avec des titres universitaires. Sur le papier, son profil est impeccable. En 1923, il rejoint le parti nazi. Il est l'un des premiers membres attirés par les promesses d'Hitler, restaurer la grandeur allemande. Pendant quelques années, il semble que Dirlewanger puisse devenir un citoyen respectable. Mais ce n'était qu'une illusion temporaire. L'année 1934 est arrivée et tout s'est effondré. 39 ans. C'était l'âge d'Oskar Dirlewanger au moment de sa chute brutale. Pourquoi un homme avec un tel potentiel a-t-il tout perdu? Il avait le grade et les relations, mais ses démons étaient de plus forts que son ambition. Tout a commencé par un bruit de tôle froissée. Dirlewanger a volé une voiture. Ivre, il a perdu le contrôle et s'est écrasé contre un obstacle. Mais l'accident n'était que la surface du problème. L'enquête a révélé une vérité bien plus sombre. Il avait détourné une mineure, une jeune fille de 13 ans, issue de sa propre troupe des jeunesses hitlériennes. Le parti nazi n'a pas toléré le scandale. L'expulsion a été immédiate. Le verdict est tombé. 2 ans de prison ferme. C'est derrière les barreaux que le véritable visage de l'homme est apparu. La police allemande a dressé un profil psychologique complet. Ce n'était pas un rapport ordinaire. Sur le papier, on lit les mots suivants: instable, fanatique, violent. Les experts ont noté une tendance à la fureur incontrôlable sous l'influence de drogues et d'alcool. Ce n'était pas un accident de parcours, c'était sa structure mentale, un pédocriminel, un alcoolique, un docteur en sciences politiques avec une croix de fer. À sa sortie en 1936, il devait se racheter. Il n'a pas cherché le pardon. Il a cherché la guerre. Il s'est porté volontaire pour la guerre civile espagnole au sein de la Légion Condor. Il a soutenu les fascistes de Franco de 1937 à 1939. Sa brutalité sur le front a attiré les regards. Les hauts gradés nazis ont vu en lui un outil utile, un homme sans aucune limite morale. Juin 1940. La Seconde Guerre mondiale ravageait l'Europe. Gottlob Berger, un haut responsable SS, avait un plan. La SS avait besoin d'hommes, beaucoup d'hommes. Mais elle voulait conserver son image d'élite raciale. La solution de Berger était simple: créer des unités pénales. Des criminels condamnés qui achèteraient leur liberté par le sang, mais il fallait un commandant capable de gérer ces rebuts de la société. Berger s'est souvenu du dossier Dirlewanger, un violeur avec une expérience militaire, le candidat parfait. Le 24 juin 1940, Dirlewanger a rejoint la Waffen-SS. On lui a confié une unité spéciale. À première vue, une simple compagnie d'infanterie, mais en réalité, une brigade de braconniers. Ces hommes savaient pister, ils savaient chasser, ils savaient tuer. La désignation officielle était froide: SS Sonderkommando Dirlewanger. Leur mission initiale était de traquer les résistants dans les forêts de Pologne occupées. Mais la situation a rapidement dégénéré. Dirlewanger ne s'est pas contenté de braconniers. Il a transformé son unité en une légion de cauchemars. Il a recruté dans les prisons et les camps des meurtriers, des violeurs, des psychopathes avérés. La promesse était claire: rejoignez-nous et vous serez libres. En 1942, la brigade était devenue une force hétéroclite. Des Allemands, des Russes, des Ukrainiens, des Azéris. La nationalité ne comptait pas. Seule la volonté de commettre des atrocités importait. Leur réputation a précédé leur déplacement. Ils ne combattaient pas seulement les partisans, ils massacraient les civils. Dès le début, les plaintes ont afflué à Berlin. En 1940, l'unité gardait le ghetto de Lublin en Pologne. Les rapports décrivaient de l'enfer: viols collectifs, meurtres arbitraires, extorsions, tortures. On voit dans les archives les lettres furieuses de Friedrich Wilhelm Krüger. Krüger était le chef de la police et des SS locaux. Ce n'était pas un humaniste, il gérait des camps de concentration. Pourtant, même lui a trouvé les méthodes de Dirlewanger répugnantes. Il a exigé le démantèlement de l'unité. Mais l'erreur était interdite pour la hiérarchie SS.
Ils avaient besoin de Dirlewanger. Au lieu de le punir, ils l'ont transféré. Direction la Biélorussie en 1942. C'est là que la violence a basculé dans le génocide pur. Le pays était sous occupation. Les partisans soviétiques harcelaient les lignes allemandes. La réponse de l'occupant a été l'anéantissement total. À l'image, des colonnes de fumée noire au-dessus des campagnes. L'unité de Dirlewanger s'est spécialisée dans le nettoyage de zones entières. Tout village soupçonné d'aider l'ennemi était détruit. Les habitants étaient brûlés vifs ou fusillés. Entre 1942 et 1944, les rapports indiquent des chiffres terrifiants. La mort n'était plus un acte de guerre, c'était devenu une routine administrative. 120 000 victimes civiles. C'est l'estimation la plus haute du carnage perpétré en Biélorussie. L'historien Timothy Snyder avance le chiffre de 30 000 morts confirmés par son unité. Mais les corps s'empilaient trop vite pour être comptés. Pourquoi une telle différence dans les chiffres? Les archives ont brûlé avec les villages. Personne n'était là pour tenir les comptes des disparus. 200 villages ont été rayés de la carte. Il ne restait que des cendres et des cheminées noircies se dressant dans le vide. Dirlewanger ne cherchait pas l'efficacité militaire. Il cherchait le plaisir sadique. Ce n'était pas une guerre, c'était une chasse. À l'image, les mains du commandant préparent une seringue. Il injectait de la strychnine à des jeunes femmes. Ce neurotoxique ne tue pas immédiatement. Il provoque des convulsions violentes. Les muscles se contractent jusqu'à la rupture. Dirlewanger regardait. Il observait l'agonie comme un spectacle privé. Les femmes n'étaient pas seulement tuées, elles servaient d'esclaves sexuels, des viols répétés, nuit après nuit, avant l'exécution finale. L'horreur était devenue une routine administrative. Les prisonniers creusaient leur propre tombe. Le bruit des pelles frappait la terre, une balle dans la nuque. Le groupe suivant devait reboucher le trou avant de creuser le sien. Le cycle était infini. Le sol de Biélorussie regorgeait de ces fosses anonymes. Sur le terrain, la cruauté était tactique. À première vue, une simple marche en forêt. Mais en réalité, un bouclier humain vivant. Il forçait les civils à marcher devant ses troupes. Leurs pieds déclenchaient les mines cachées. Les corps déchiquetés ouvraient la voie sécurisée aux soldats allemands. On voit des granges en bois verrouillées de l'extérieur. Il enfermait les villageois entiers dans les bâtiments. Il craquait une allumette. Le feu prenait rapidement. Les cris résonnaient à l'intérieur. Puis le silence retombait sur les ruines fumantes. Lors de l'opération Cottbus, en mai et juin 1943, les rapports sont formels. 14 000 soi-disant bandits exterminés. La vérité était tout autre. La majorité n'avait aucune arme. C'était des fermiers, des vieillards, des enfants. Mais à Berlin, le Reichsführer Heinrich Himmler ne s'en souciait pas. Il savait tout. Il recevait les rapports détaillés sur son bureau. Il lisait les plaintes désespérées des autres officiers de la Wehrmacht. Il les ignorait. Le 5 décembre 1943, il a pris un stylo. Il a signé l'ordre. Dirlewanger a reçu la croix allemande en or, une des plus hautes distinctions militaires du Reich. On entend la voix d'Himmler grésiller à la radio. Il l'appelait « mon cher Jokin ». Ce surnom familier était un message politique clair. Les méthodes de Dirlewanger n'étaient pas seulement tolérées, elles étaient validées par le sommet de l'État nazi. Cette violence se retournait aussi contre ses propres hommes. La peur régnait dans les deux camps. Dirlewanger frappait ses soldats au visage pour un simple regard de travers. Il exécutait ses propres troupes pour des infractions mineures. Un témoin rapporte une habitude macabre du commandant. Chaque jeudi, c'était le jour des pendaisons. Parfois des résistants capturés, souvent de simples soldats allemands qu'il n'aimait pas. Son unité vivait dans une terreur absolue de son propre chef. Puis l'été est arrivé. Août 1944. L'insurrection de Varsovie a éclaté. La résistance polonaise a pris les armes contre l'occupant. Un nouveau massacre se préparait. 40 à 60 000 morts en une semaine. C'est le bilan terrifiant qui allait s'abattre sur un seul quartier. L'insurrection armée a éclaté à Varsovie. La résistance voulait libérer la ville avant l'arrivée des forces soviétiques. Hitler est entré dans une rage noire. Il a dicté un ordre brutal, documenté par de multiples sources. Chaque résident doit être tué. Aucun prisonnier ne sera fait. Varsovie doit être rasée jusqu'aux fondations. Himmler a décroché son téléphone. Il a appelé le chef de la police et des SS de Varsovie. Ses instructions étaient spécifiques. Il fallait anéantir des dizaines de milliers de personnes. Pourquoi choisir Oskar Dirlewanger pour exécuter cet ordre? C'était un criminel instable. Mais sa cruauté était exactement ce que Himmler recherchait. La brigade de Dirlewanger venait d'être élargie à la taille d'un régiment. Elle comptait plus de 1900 hommes. Ils arrivaient tout droit des camps pénitentiaires de la SS.
On les a envoyés écraser le soulèvement. Le 5 août 1944, les forces de Dirlewanger pénètrent dans le quartier de Wola, à la limite ouest de Varsovie. Ce qui s'est passé la semaine suivante porte désormais un nom, le massacre de Wola. C'est l'une des plus grandes atrocités uniques de la Seconde Guerre mondiale. Les troupes allemandes avancent. Elles sont menées par Dirlewanger et une autre unité, la brigade Kaminski. Ils vont de maison en maison. Ils assassinent tout le monde, hommes, femmes, enfants, nourrissons, les malades et les vieillards. Personne n'est épargné, mais l'horreur n'avait pas de limite. Les témoins décrivent des scènes de chaos absolu. Les soldats de Dirlewanger sont ivres. Ils utilisent des baïonnettes pour pratiquer des césariennes sur des femmes enceintes. Ils coupent des doigts pour voler des bagues. Ils arrachent des dents en or avec des pinces de mécaniciens. À l'image, la violence brute et le pillage. Ils violent les femmes sous les yeux de leur famille. Puis, ils tuent tout le monde. Ils alignent des centaines de civils contre les murs. Les mitrailleuses crépitent sans arrêt. Ils lancent des grenades dans les sous-sols où les familles se cachent. Ils incendient des immeubles entiers. Les résidents sont enfermés à l'intérieur. Ils brûlent vifs. L'usine Ursus, rue Volska. Près de 6000 civils y sont assassinés en une seule journée. Le remblai ferroviaire de la rue Gorchevska devient un site d'exécution de masse. Des milliers de personnes y meurent. L'usine Franasek, l'usine Pfeiffer, des dizaines de lieux sont transformés en terrain de mort. À première vue, des zones industrielles, mais en réalité, des abattoirs humains. Un récit particulièrement horrible décrit les hommes de Dirlewanger entrant dans un bâtiment. Un soldat saisit une jeune femme, il la viole sur une table, il tient une baïonnette dans l'autre main. Puis il l'ouvre du ventre jusqu'au cou alors qu'elle respire encore. Un autre témoin à l'hôpital Wolski raconte la suite. Les soldats assassinent tous les patients blessés dans leur lit. Ils violent collectivement les infirmières. Ensuite, ils les pendent par les pieds et leur tirent dans l'estomac. C'est alors que la folie a pris une forme étrange. Dans un moment de pitié qui révèle sa psychologie tordue, Dirlewanger installe son quartier général personnel à l'hôpital Wolski. Tant qu'il réside là, les meurtres diminuent à cet endroit précis. Il se fait apporter des tapis précieux. De l'argenterie pillée dans les maisons de Varsovie s'entasse autour de lui. Il vit dans un luxe absolu au milieu du carnage. Les estimations du nombre de morts à Wola varient de 40 000 à 60 000 civils. Tout cela en une semaine seulement. Certains historiens avancent des chiffres encore plus élevés. Les corps étaient si nombreux qu'ils s'empilaient dans les rues. Petrarto. On imagine l'odeur de décomposition qui saturait l'air. Des témoins ont décrit des piles de cadavres sur 3 ou 4 niveaux de hauteur. Les Allemands ont dû utiliser des lance-flammes. Ils brûlaient les corps pour cacher l'ampleur du massacre. Même Erich von dem Bach-Zelewski, le commandant allemand, ne pouvait pas l'arrêter. Il critiquait cette brutalité excessive. Mais Dirlewanger opérait sous les ordres directs de Himmler et Hitler. Il avait carte blanche. Il pouvait tuer n'importe qui de n'importe quelle manière. Mais ce massacre a eu un effet inattendu. Stratégiquement, l'opération s'est retournée contre les Allemands. Ils pensaient que la terreur briserait la résistance polonaise. Au contraire, elle a renforcé leur détermination. Les combattants et les civils polonais ont compris le message. La reddition signifiait la mort assurée. Alors, autant se battre jusqu'au bout. L'insurrection a continué pendant 2 mois supplémentaires. La rébellion fut finalement écrasée en octobre 1944. Le 30 septembre 1944. Pourquoi Hitler a-t-il honoré un tel criminel? Il venait de réduire Varsovie en cendres. Mais le Führer a personnellement décoré Dirlewanger. L'homme qui avait brûlé des enfants vivants et violé des femmes jusqu'à la mort a reçu la croix de chevalier. C'était la plus haute distinction militaire allemande. Sur les photos d'époque, le dictateur serre la main du bourreau. En octobre 1944, l'unité a été envoyée en Slovaquie. L'objectif était d'écraser une nouvelle insurrection. Ils ont commis les mêmes atrocités qu'en Pologne, mais le vent a tourné début 1945. Les forces soviétiques avançaient rapidement. Le Troisième Reich s'effondrait. La brigade Dirlewanger a été jetée au combat contre des soldats réguliers soviétiques. À première vue, une unité redoutable. Mais en réalité, une troupe totalement incompétente. Face à une véritable armée, ils ont échoué. Ces hommes savaient massacrer des civils sans défense. Mais ils ne savaient pas se battre contre des soldats entraînés. La panique s'est installée. Les pertes ont été massives. La situation est devenue critique. En mars 1945, Dirlewanger a été blessé au combat. On l'a évacué vers un hôpital de campagne. Il a récupéré de ses blessures et a tenté de rejoindre Berlin.
Mais la capitale était condamnée. L'encerclement soviétique était total. Le 30 avril, Hitler s'est suicidé. L'Allemagne a capitulé le 8 mai 1945. Il n'y avait plus d'issue. Dirlewanger a fui vers le sud avec les débris de son unité. La plupart de ses hommes ont été capturés par les soviétiques. On imagine sans peine leur sort violent. Mais Dirlewanger a réussi à passer à l'ouest. Il est entré dans la zone d'occupation française. Il a troqué son uniforme contre des vêtements civils. Il a utilisé un faux nom. Il s'est caché dans un pavillon de chasse isolé près de la ville d'Altshausen, en Haute-Souabe. L'anonymat n'a pas duré. Le 1er juin 1945, les autorités françaises ont arrêté cet homme suspect. Il se cachait sous une fausse identité, mais les témoins étaient là. Selon plusieurs récits, un ancien détenu de camp de concentration l'a reconnu. C'était peut-être un survivant juif. À l'image, un doigt accusateur pointé vers le criminel. Le témoin l'a formellement identifié comme l'Oberführer SS Oskar Dirlewanger. Les Français l'ont emmené au centre de détention d'Altshausen. On entend le bruit lourd des verrous. Il a été enfermé dans une cellule avec un autre prisonnier, le lieutenant de la Luftwaffe Anton Fusinger. L'histoire officielle a été écrite quelques jours plus tard. Le certificat de décès français affirme que Dirlewanger est mort de cause naturelle. Une insuffisance cardiaque. La date notée est le 7 juin 1945. Le dossier s'est refermé sur cette mort obscure. 3 nuits d'agonie pure. C'est le temps qu'il a fallu pour tuer Oskar Dirlewanger. La version officielle était un mensonge. La vérité repose sur les archives découvertes dans les années 90 et sur un témoin clé, Anton Fusinger, son compagnon de cellule. Pourquoi les autorités ont-elles menti au départ? Elles voulaient éviter un scandale politique, mais la vengeance était plus forte que le protocole. Tout commence la nuit du 4 au 5 juin 1945. Les gardes ouvrent la porte de la cellule. Ils ne posent aucune question. Ils saisissent Dirlewanger et le traînent de force dans le couloir. Fusinger reste seul à l'intérieur. On entend à travers les murs le bruit sourd des poings qui frappent la chair, le craquement des matraques contre les os. Dirlewanger gémit. Chaque coup lui arrache un cri étouffé. Quand la porte s'ouvre à nouveau, ils le jettent à l'intérieur. À l'image, un homme brisé, son visage est tuméfié, méconnaissable. Le sang coule sur le sol en béton. Ses côtes sont brisées. Sa respiration est sifflante, difficile. Mais ce n'était que le début. La nuit suivante, du 5 au 6 juin, ils reviennent. Cette fois, la brutalité monte d'un cran. Plusieurs gardes l'emmènent. Ce n'est plus un interrogatoire, c'est une destruction méthodique. Ils ne cherchaient aucune information. Ils l'exécutaient lentement. Au retour dans la cellule, Dirlewanger est à peine conscient. Fusinger observe les détails. Des fractures multiples, des signes d'hémorragie interne. L'homme ne peut plus se tenir debout. Qui étaient ces bourreaux? Les enquêtes allemandes et polonaises ont traqué leur identité pendant des décennies. À première vue, des soldats sous uniforme français, mais en réalité, des Polonais du 29e groupement d'infanterie. Certaines sources parlent d'anciens travailleurs forcés, d'autres évoquent des survivants des camps de concentration. Une théorie revient avec insistance. Ces hommes avaient survécu à l'insurrection de Varsovie. Ils savaient exactement qui était le prisonnier. Ils connaissaient ses crimes contre leur ville. Ce n'était pas une garde à vue. C'était un règlement de compte. Il n'y avait pas d'issue possible. La 3e nuit, du 6 au 7 juin, marque la fin. Les gardes ne se retiennent plus. Ils frappent avec une violence totale. On entend les coups de botte répétés. Les matraques s'abattent jusqu'à ce que le crâne se fracture. Ils visent le thorax. Les dernières côtes cèdent sous les impacts. Le corps d'Oskar Dirlewanger est laissé sans vie sur le sol froid. Le rapport est clos. Le 7 juin 1945. C'est la date qui marque la fin du bourreau. Pourquoi les gardes se sont-ils acharnés? Ils voulaient une justice immédiate, mais la vengeance a pris le pas sur la loi. Ils ne l'ont pas simplement frappé. Ils ont visé les côtes jusqu'à entendre les os craquer. Ils ont piétiné son torse de tout leur poids. Sous la violence des chocs, la rate a fini par éclater. Une hémorragie interne massive a inondé ses organes vitaux. On imagine sans peine la scène. Le bruit sourd des bottes contre la chair et le souffle court du prisonnier sur le sol en béton. Au petit matin, le silence est retombé sur la prison. Les gardes ont ouvert la cellule et ont trouvé Oskar Dirlewanger inanimé. Les autorités françaises ont immédiatement compris le danger. Une enquête pour meurtre aurait fait scandale. Ils ont rédigé un certificat de décès en urgence. À première vue, un arrêt cardiaque naturel. Mais, en réalité, un lynchage brutal maquillé par l'administration. Officiellement,
Il est mort d'une insuffisance cardiaque à 49 ans. Personne n'y a cru. Un homme en pleine santé ne s'écroule pas subitement en détention. Les officiers allemands présents ont tout de suite soupçonné le meurtre. Mais il n'y avait plus rien à voir. Les Français ont enterré le corps à la hâte. Aucune cérémonie religieuse, aucune pierre tombale, juste un cadavre dissimulé dans une fosse anonyme. Mais le doute s'est installé. La disparition du corps a nourri les fantasmes. La rumeur disait qu'il avait survécu, qu'il s'était échappé. Les tabloïds rapportèrent sa présence aux 4 coins du globe. Certains affirmaient qu'il avait rejoint la Légion étrangère pour combattre au Vietnam. D'autres juraient l'avoir vu en Égypte, travaillant comme garde du corps pour le président Gamal Abdel Nasser. Les théories du complot s'accumulaient. On parlait d'une conversion à l'islam et d'une nouvelle identité secrète. Pendant 15 ans, le fantôme de Dirlewanger a hanté les mémoires. 1960. La pression est devenue trop forte pour les autorités allemandes. Le maire d'Altshausen voulait clore le dossier définitivement. Il a ordonné l'exhumation. Les enquêteurs ont ouvert la terre. Ils ont sorti les restes et confirmé l'identité du défunt. À l'image, les os portent encore les stigmates de la violence. L'examen légiste a raconté la véritable histoire de cette nuit-là. Le rapport allemand a détaillé le massacre. Torture par des gardes polonais. Le crâne était fracturé. La cage thoracique était enfoncée. La rate était détruite. La preuve était là, sous les yeux des médecins. Le certificat français était un faux grossier. Mais cette révélation n'a rien changé. Les gardes polonais n'ont jamais été identifiés. Aucune charge n'a été retenue. Les occupants français étaient déjà rentrés chez eux depuis longtemps. Le dossier a été classé sans suite. Oskar Dirlewanger a été remis en terre dans une tombe sans nom. L'histoire s'est arrêtée là. 120 000 civils. C'est le bilan sanglant laissé par un seul homme. Tout le monde a oublié ce chiffre, sauf les historiens. Alors, que penser de la mort d'Oskar Dirlewanger? Était-ce une justice divine ou un simple meurtre? La réponse est brutale. Sur le plan légal, c'était un assassinat. Dirlewanger était un prisonnier, il était sous garde militaire, il attendait son procès. Le battre à mort dans sa cellule violait le droit international. Cela violait les conventions de Genève. Cela violait les droits humains fondamentaux. Les gardiens qui l'ont frappé sont devenus des criminels. Ils ont commis une exécution extrajudiciaire. Mais moralement, le dossier est différent. Dirlewanger avait personnellement supervisé le massacre de plus de 120 000 personnes. Il ne se contentait pas de donner des ordres, il participait. Les rapports décrivent l'horreur. Il a violé des enfants. Il a brûlé des familles entières encore vivantes. Il a injecté du poison à des femmes pour observer leurs convulsions. C'était de la torture pure. Ces atrocités étaient si extrêmes que même les officiers nazis ont porté plainte contre lui. Berlin était choqué par ces méthodes. Si un homme méritait une mort lente et douloureuse, c'était bien Oskar Dirlewanger. Les gardiens polonais responsables de sa mort avaient probablement vécu l'enfer. Ils avaient sans doute survécu à l'occupation allemande. Peut-être avaient-ils perdu des proches dans les ruines de Varsovie. Peut-être avaient-ils été détenus dans les camps que Dirlewanger surveillait. Ils savaient exactement qui il était. Ils ont décidé qu'il ne méritait pas le luxe d'un tribunal. Mais voici ce qui rend l'histoire de Dirlewanger vraiment dérangeante. Il n'était pas fou. Ce n'était pas un démon hurlant des incohérences. À première vue, un intellectuel titulaire d'un doctorat. Mais en réalité, un prédateur sadique et calculateur. Il avait étudié la science politique. Il comprenait la stratégie. Il maîtrisait la tactique militaire. Et pourtant, il a choisi le mal. Chaque atrocité était délibérée. Chaque meurtre était une décision rationnelle. Il aurait pu être un officier respectable. À la place, il est devenu ce que les historiens appellent le bourreau le plus extrême du Troisième Reich. Même parmi les SS, Dirlewanger se distinguait par sa cruauté. C'est cela qui terrifie. Non pas qu'il fût un monstre, mais qu'il fût humain. Un humain qui a embrassé le sadisme et la violence comme une vocation. Les experts le décrivent comme un psychopathe, un pédophile, un nécrophile, l'homme le plus maléfique de l'organisation. La fin s'est jouée dans une cellule sombre. Cet homme est mort sur le sol en béton d'une prison française. Cela a duré 3 nuits. On entend le bruit sourd des coups répétés. Il était seul avec un compagnon de cellule terrifié qui le regardait souffrir en silence. Il avait 50 ans. Il avait survécu à 2 guerres mondiales. Il avait traversé des décennies de violence. Il avait échappé à la justice maintes fois grâce à ses relations et à sa chance. Mais la chance a tourné. Les gardiens polonais l'ont reconnu. Ils ont décidé de rendre la justice eux-mêmes, à coups de bottes. La question persiste.
Le méritait-il? Absolument. Était-ce légal? Non. Cela rend-il l'acte condamnable? C'est le dilemme qui hante ce dossier. Si la société croit en l'état de droit, alors Dirlewanger méritait un procès. Il méritait de faire face à ses victimes dans un tribunal. Il méritait d'entendre les témoignages accablants. Il méritait un verdict officiel et une sentence exécutée selon la procédure. Il n'a rien eu de tout cela. À la place, il a reçu 3 nuits de passage à tabac et une fracture du crâne. D'une certaine manière, il a reçu ce qu'il a donné. Il avait battu d'innombrables personnes à mort. Il avait regardé ses victimes agoniser. À son tour, il a ressenti la même peur, la même douleur. Il y a une symétrie brutale dans cette fin. Mais le danger est là. Si l'on célèbre cette exécution sommaire, quelles normes fixons-nous? Si tuer des criminels de guerre en détention devient acceptable, alors l'état de droit s'effondre. On devient le reflet de ce que l'on combat. Pourtant, face aux faits, le silence s'impose. Il est impossible de condamner ces gardiens polonais. Le 7 juin 1945. C'est la date précise où le monstre a cessé de respirer. Pourquoi les gardes polonais ont-ils frappé jusqu'à la mort? C'était illégal. Mais la haine était plus forte que le règlement militaire. Ils regardaient l'homme au sol. Ce n'était pas un simple prisonnier de guerre allemand. Ils avaient devant eux l'incendiaire de Varsovie, le commandant qui avait ordonné le massacre de 60 000 civils en une seule semaine. Ils voyaient le violeur d'enfants, le sadique qui avait transformé l'Europe de l'Est en abattoir pendant 5 ans. Alors, ils ont frappé, encore et encore, justice ou vengeance. L'histoire ne donne pas de réponse simple, mais les faits sont indiscutables. Oskar Dirlewanger était l'un des pires êtres humains du XXe siècle. Son unité a commis des atrocités qui dégoûtaient même les nazis les plus endurcis. À première vue, un officier décoré et cultivé, mais en réalité, un psychopathe protégé par le sommet de l'État. Hitler et Himmler le gardaient loin près d'eux. Ils avaient besoin d'hommes prêts à franchir toutes les limites morales. Dirlewanger ne se contentait pas d'obéir, il exécutait les ordres avec enthousiasme, avec joie. Il prenait plaisir à la souffrance. Mais la protection du Reich s'est effondrée. Dans une cellule de prison française, la fin est arrivée. Le rapport est brutal. Crâne fracturé, côte brisée. On imagine la scène, le bruit des coups, le souffle court, le corps qui s'effondre sur le béton froid. Pas de procès, pas de verdict officiel. Juste un passage à tabac mortel qui a mis fin à une existence barbare. Son corps a été jeté dans une fosse commune, une tombe sans marque, sans nom. Les survivants de Varsovie n'ont rien vu. Les rescapés des villages brûlés de Biélorussie n'ont jamais eu leur jour au tribunal. Ils n'ont jamais entendu le bourreau répondre de ses actes. Mais ils ont reçu une confirmation. Il était mort. Battu par des hommes qui connaissaient son visage et qui ont appliqué une justice sommaire. Mais ce n'était pas tout à fait fini. 30 ans plus tard, en 1975, les procureurs ouest-allemands ont rouvert le dossier. Ils cherchaient des preuves tardives. Mais le temps avait effacé les traces. La plupart des témoins étaient morts. Les coupables s'étaient volatilisés dans la nature. L'enquête n'a mené nulle part. Si Dirlewanger avait survécu jusqu'à Nuremberg, le résultat aurait été identique. Une corde, une trappe, une exécution publique aux côtés des autres criminels majeurs. Le destin en a décidé autrement. Il est mort dans l'anonymat d'un couloir de prison, méconnaissable sous les coups. Il faut se souvenir des victimes. Les chiffres donnent le vertige. 120 000 personnes assassinées en Biélorussie, 60 000 à Varsovie, des milliers de femmes violées et torturées, des enfants exécutés. Ces morts méritent la mémoire. Sur les photos d'archives, on voit les ruines fumantes. On devine l'ampleur du carnage. Dirlewanger mérite aussi d'être retenu. Pas avec honneur, mais comme un avertissement permanent. Le mal ne ressemble pas toujours à un monstre de cinéma. Parfois, le mal possède un doctorat universitaire. Il porte une croix de fer sur la poitrine. Il est intelligent, éduqué, poli. Il porte un uniforme officiel. Parfois, la justice ne vient pas d'une salle d'audience propre et ordonnée. Elle vient d'hommes en colère, armés de bâtons, dans l'ombre d'une prison. L'histoire jugera la moralité de cet acte. Le dossier est clos.